Salut à tous, aujourd'hui on va jeter un œil à un refroidissement qui est assez connu dans le monde du hardware. Je veux bien sûr parler du Arctic Freezer 2. Et ici, dans sa version 240 mm. C'est parti. J'ai pris cette version 240 mm parce que c'est quelque chose qui rentre facilement dans la plupart des boîtiers. Et puis ça coûte pas un bras non plus, on est entre 80 et 90 € pour ce water cooling all-in-one. Dans cette vidéo qu'on pourrait qualifier de review vraiment très basique, on va parler de plusieurs choses. Du design, de l'installation et des performances de refroidissement. Donc si ça vous intéresse comme d'habitude, venez vous asseoir, on est parti. Avant de commencer cette vidéo et pour être tout à fait transparent, je tiens à vous dire que ce produit m'a été envoyé de manière gratuite par Arctic. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il attend sous le lit à être testé et c'est aujourd'hui son grand jour. Mais rassurez-vous, je n'en serai pas moins impartial par rapport à ses qualités et ses défauts. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Parlons tout d'abord du design qui est quelque chose d'assez subjectif mais qui a quand même son importance. Ici le Freezer 2 a une apparence très sobre avec ses couleurs monochromes, les ventilateurs noirs et son radiateur noir mat. On retrouve une gaine tressée autour des tuyaux ainsi qu'un bloc avec un petit ventilateur présent ici pour apporter un peu d'airflow et aider à refroidir le VRM ou étage d'alimentation. Pour moi, c'est vraiment cette partie-là avec le bloc qui va déterminer si vous aimez ce refroidissement ou pas. Parce qu'on est ici sur un design qui est assez tranché et qui sort de l'ordinaire avec les blocs carrés qui prennent pas forcément de risques. La raison de ce design un petit peu spécial, c'est à cause du ventilateur qu'il y a directement sur le bloc. En effet, il faut lui accorder d'avoir un maximum d'airflow, du coup le moins de plastique autour de lui possible. Du coup, on finit sur ce bloc avec des lignes un petit peu futuristes qui peuvent plaire ou ne pas plaire en fonction de vos goûts. À titre personnel, le design me dérange pas forcément, mais je trouve que c'est pas ce qu'on fait de plus beau en ce moment. Mais ça dénote tout de même de tous les autres all-in-one qu'on peut retrouver sur le marché avec son design très sobre, très clean et cette petite pointe de folie qui peut soit vous plaire, soit vous faire le détester. Mais comme dit précédemment, ça reste tout à fait subjectif. Le fait que vous l'aimez ou que vous ne l'aimiez pas ne changera pas ses performances. Le petit plus ici, c'est que tout arrive déjà prémonté. Pas besoin de monter les ventilateurs, brancher tout ça et raccorder, tout est fait vraiment pour vous. Pour accentuer encore plus cette simplicité, on ne retrouve sur le water cooling que un seul port 4 pins. Pourquoi un seul? Tout simplement parce que la pompe et les ventilateurs sont reliés à ça. Au niveau des ventilateurs, ça passe par la gaine, tout est très propre jusqu'à arriver au niveau de ce dernier connecteur. Bien sûr, c'est aussi modifiable, vous avez accès aux 4 pins ventilateurs sur chaque ventilateur pour les rerouter là où vous le voulez. Parce que avoir sa pompe et ses ventilateurs qui sont contrôlés par le même header, ça peut poser quelques petits problèmes de bruit, comme on le verra un peu plus tard. Mais bon, après, il y a relativement peu de personnes qui font ce genre de choses, ça marche très bien comme ça, et avoir un seul pin, c'est quand même... Après avoir parlé un petit peu de son design, parlons maintenant de sa procédure d'installation. Pour ce qui est de AMD, ici c'est classique, il n'y a pas besoin de backplate, on va prendre celle qui est intégrée directement à la carte mère. Par contre, le montage sur les cartes mères AMD n'est pas des plus simples, en tout cas dans la version que j'ai reçue. On ne peut pas fixer directement par les embouts prévus par AMD à cet effet-là, on est obligé de passer par des convertisseurs pour ensuite monter la pompe, etc. etc. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise expérience de montage, il y a certes un peu plus d'étapes, mais les étapes sont assez simples et faciles à mettre en place. Mais on perd un peu cette facilité qu'on a l'habitude d'avoir avec AMD et cette backplate qui est directement installée où tout se visse dessus. Je vous conseille d'installer les plaques de conversion avant de mettre tout ça dans le boîtier. Après, pour mettre vraiment le bloc, vous pouvez le mettre soit avant, soit après, mais attention, si vous le mettez après, vous avez des chances de le faire tomber sur votre GPU. Et s'il n'a pas de backplate, vous passerez un sale quart d'heure quand même. Pour la procédure d'Intel, c'est un peu plus simple, on met la backplate, on met les surélévateurs et ensuite on peut placer le bloc et le fixer. Je vous conseille d'ailleurs de mettre les vis de serrage avec un tournevis, c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous avez une carte mère avec d'assez grosses VRM ou de la RAM qui est déjà installée. Sinon, c'est assez dur de visser avec les pouces et vous avez une grande chance de faire tomber le vis. Donc au final, l'installation est correcte. C'est pas très compliqué, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. En tout cas, si vous avez deux mains, ça se fait assez facilement quand même. Maintenant, on va parler des performances de refroidissement. Et avant ça, je vais vous présenter un petit peu le bench qui fait tourner tout ça. On va faire tourner ces tests sur une ASRock B550 Extreme 4 avec un Ryzen 5 3600 et de la RAM à 3200 MHz CL16. Le reste des composants, c'est pas très intéressant, il y a une vieille carte graphique et un vieux SSD. Bon, par contre, oui, si on laisse le 3600 avec sa configuration de base, ce refroidissement va n'en faire qu'une petite bouchée. Au final, c'est qu'un CPU de 65 watts et ça n'émet pas plus de chaleur que ça. Mais à 4,6 GHz avec un voltage de 1.35, c'est une autre histoire. Ici, le CPU va chauffer quand même beaucoup plus et est-ce que notre Arctic Freezer 2 va nous permettre de refroidir tout ça correctement? Bien sûr, dans des conditions de stress test du CPU. Je tiens tout de même à préciser que ce 3600 atteint ces fréquences-là, mais c'est pas dit que le vôtre le fasse.
Tout simplement parce que tous les CPU ne sont pas créés de manière égale. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis une petite vidéo de Derbower en description qui parle justement de ce genre de choses. Mais bon, de toute façon, cette fréquence et voltage ne sont pas recommandés pour une utilisation journalière, donc bon, pas besoin d'aller jusqu'ici. Et puis de toute façon, j'ai eu de la chance avec le mien, mais beaucoup de CPU ne passent pas les 4,4 GHz. Je tiens à vous signaler aussi que ce test n'a pas pour but d'être extrêmement précis. On est ici sur le test d'un cas bien particulier et on n'a pas forcément non plus l'équipement nécessaire pour faire des relevés extrêmement précis. Gardez aussi en tête que mon intention ici, c'est vraiment de tester l'Arctic Freezer 2 dans sa sortie de boîte, donc sans réglage dans le BIOS, vraiment l'expérience plug and play. Une fois que j'aurai le matériel, on aura bien sûr une série de vidéos dédiées à ça et qui sera beaucoup plus sérieuse que ce qu'on fait ici. Pour faire les relevés de température, j'ai fait 3 différents tests. Cinebench pendant 30 minutes, Prime 95 pendant 15 minutes et enfin le test de stabilité de AIDA64 pendant 30 minutes. Et donc sans plus attendre, allons voir ce que les tests nous ont donné et si notre 240 mm assez fatos a pu réussir à refroidir tout ça. Alors ce premier graphe avec un Cinebench R20 nous donne plutôt un bon résultat où le refroidissement a bien fait son travail. Mais bon, après la charge que représente ce benchmark n'est pas des plus intensives au niveau de la génération de chaleur. Mais ça nous donne quand même de bonnes indications et puis un score de 4150 avec ce CPU, ça fait quand même plaisir à voir. Pour la température moyenne, on est à 70,4 degrés Celsius, ce qui est tout à fait correct pour une valeur en pleine charge. Pour le benchmark de Prime 95, celui-là, on a dû baisser un petit peu la fréquence du CPU à 4,475 GHz. Sinon, l'overclock n'était pas tout à fait stable et crashait pendant les benches de 30 minutes. Bon, par contre, je sais pas forcément pourquoi, mais on a des logs uniquement sur 15 minutes. À un moment, le logging s'est tout simplement arrêté. Mais c'est tout de même 400 points de données qui ont été récoltés, donc ça devrait largement suffire pour tirer nos conclusions. Ici, on a utilisé le benchmark Small FTTS qui permet de faire chauffer le CPU au maximum, ce qui a donné de plutôt bons résultats. La température s'est stabilisée aux alentours de 90 degrés, ce qui n'est vraiment pas confortable, mais c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver dans une utilisation de tous les jours de votre PC. Prime 95 est vraiment fait pour faire chauffer les CPU et aucune autre application normale ne fera autant chauffer votre CPU sur une si longue durée. Donc en sachant ça, c'est déjà bien que le radiateur est stabilisé à 90 degrés. Ensuite, pour le benchmark de stabilité de AIDA64, nous sommes de retour à 4,6 GHz. Ce benchmark s'est passé sans encombre et nous a donné une température stabilisée un peu en dessous des 80 degrés. 78 degrés pour être tout à fait précis. Ce qui n'est pas des plus confortables, je l'avoue, mais qui reste tout à fait acceptable si ces températures ne restent là que quelques minutes. En tout cas, les 30 minutes se sont très bien passées et le refroidissement a su trouver son équilibre. Pour vous montrer les températures dans le pire des cas, en situation normale, on a relancé Prime 95 avec un overclock plus tranquille à 4,3 GHz pour 1,175 volts. Ici, on reste sur des températures stabilisées aux alentours de 70 degrés, qui fait une très bonne température dans ce genre de bench destiné à vraiment faire chauffer votre CPU. En utilisation normale, ça devrait rester aux alentours des 65 degrés grand maximum, ce qui est donc très bien. Si vous demandez un petit peu en termes de bruit ce que ça donne, eh bien dans une pièce à 30 décibels de base, ça monte à 40 en pleine charge et 34 quand il n'y a vraiment aucune charge. Pour ces mesures, on les a réalisées à un avant-bras du système tout en faisant attention de ne pas être dans la direction du vent. Donc au final pour le mien, c'est resté tout de même assez silencieux. Bien sûr ici on n'aura pas de noise normalized testing, mais ça ne serait tardé une fois que j'aurai reçu ce qu'il faut. Oui, les colis sont pas mal en retard en ce moment. En tout cas, si vous êtes curieux, voici quelques petits extraits sonores du bench. Et je tiens à préciser aussi que le ventilateur du GPU ne tournait pas à ce moment-là. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais à haut régime, il y a un petit bruit aigu qui est assez désagréable. Mais ça reste tout de même très faible en termes de volume, surtout que si vous le mettez dans un boîtier, eh bien je pense que ce son-là ne passera pas à travers. Et en plus de ça, c'est présent qu'à haut régime. Par contre, quand il n'est pas en charge, il est assez silencieux, mais par contre on entend un bruit au niveau de la pompe et un léger hum au niveau des ventilateurs. Mais ça c'est rien qu'une petite courbe de ventilateur permet de régler dans le BIOS. Chose étonnante aussi, c'est qu'à charge moyenne, il fait moins de bruit que quand il tourne au minimum. On passe de 34 à 33 décibels tout en enlevant les bruits un petit peu irritants de ce système. Qui est plutôt intéressant à savoir si jamais vous voulez régler la pompe et les ventilateurs pour enlever les bruits gênants. J'anticipe un peu les commentaires pour vous dire que oui, je suis d'accord, le radiateur n'est pas dans une position optimale, mais ça suffit largement pour faire des tests. Enfin bon, ça fait une semaine que je dois recevoir ma table de bench toute propre et toute neuve avec les fixations pour water cooling, mais elle n'est toujours pas arrivée là, parce que je ne bench pas sur un carton pour le plaisir bien sûr. Mais bon, ça se sera fixé une fois que j'aurai reçu cette table de bench. Pour conclure, je suis bien satisfait de ce Arctic Freezer 2 240 mm, surtout si on le retrouve au prix de 80 €. Bon après pour un 3600 c'est clairement overkill comme refroidissement. Mis à part bien sûr si vous faites des overclocks un peu comme on a fait ce qu'il y a ici. Mais bon après je vous rappelle que c'est pas recommandé de les faire tourner 24 heures sur 24. Mais si vous voulez un refroidissement qui est sobre, discret et qui est silencieux, eh bien celui-là est plutôt un très bon candidat. Après est-ce que c'est le meilleur des 240 mm? Eh ben ça je sais pas. Je sais pas tout tester, mais en tout cas pour le prix ça reste une très bonne alternative. Il se débrouillera aussi très bien sur un Ryzen 7 qui va faire de l'overclock, mais passez au-dessus si jamais vous faites de l'overclock ou
ou ce genre de choses, eh bien je pense qu'il faudra clairement passer sur la version du dessus, la version 360, voire 420 pour les plus gourmands. En ce qui concerne Intel, j'ai pas vraiment testé sur cette plateforme, mais ça ne saurait tarder avec le test complet de ce refroidissement une fois que j'aurai tous les outils nécessaires. Pour résumer la vidéo avec un petit pour et contre, voici les aimants pour. Il est silencieux, il est performant, il va vous permettre de refroidir même si vous faites un petit peu des bêtises comme on l'a fait actuellement. Il est sobre, il a un ventilateur au niveau du VRM qui permet d'avoir un petit peu d'airflow au niveau des étages d'alimentation, ce qui fait un petit peu de bien et qui fait perdre quelques degrés. Il a un prix attractif et les ventilateurs sont déjà montés, en plus de n'avoir qu'un seul 4 pins à brancher pour faire fonctionner l'ensemble. Pour ce qui est des choses qui sont négatives, pas de RGB, pour certains c'est un critère primordial, mais pour moi ça ne compte pas forcément, mais après c'est selon comment vous le voyez. Une esthétique qui va plaire ou pas plaire avec son bloc, ce serait dommage d'acheter un water cooling all-in-one si jamais vous n'aimez pas le voir dans votre PC. Sur cette version on a un mécanisme AMD qui est un petit peu trop d'étapes à mon goût, et on a un bloc qui fait un peu trop de bruit à bas régime. Personnellement pour le prix, il a beaucoup d'avantages et assez peu d'inconvénients. Si votre but est d'avoir un système silencieux, sobre et pouvoir overclocker un CPU qui n'est pas un monstre en dessous des 100 €, eh bien je vous le recommande chaudement. Comme je l'ai dit dans la vidéo, des tests plus poussés vont arriver une fois que j'aurai tout le matériel. J'y ajouterai en test aussi d'autres références de all-in-one qu'on va avoir en test ici, histoire de vraiment avoir une base de comparaison. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!